Ah, Koffi Olomide, il ne sait pas chanter. D'ailleurs, il ne fait qu'interpréter les chansons de Julio Iglesias. Vous avez en face un homme bien, tellement bien. J'ai donné de la vie. Aujourd'hui, Tshisekedi est président de la République. Mais regardez ce qu'il a comme contrainte. Et maintenant qu'il est parti en Chine, il va avoir des soucis. Ce pays mérite une dictature. Aujourd'hui, on dit la même chose de Joseph Kabila. Millionnaire! Mais Kabila n'est pas du tout millionnaire. Il n'a pas de possession à l'étranger. Comment justifiez-vous son silence après son départ de la présidence? L'entourage du président Tshisekedi travaille contre lui. L'Église catholique fonctionne suivant ce que les grandes puissances veulent de nos pays. L'État le plus riche au monde, avec une petite superficie. C'est le Vatican? Oui, c'est le Vatican. Si le pape décide de dire aux Occidentaux, retirez vos multinationales du Rwanda, sanctionnez les Rwandais, tout s'arrête. D'après Jean-Marie Kassamba, nous avons une classe politique médiocre. Ah, ça, tout le monde l'a dit. Il nous faut des hommes d'État dans ce pays. Il nous faut des gens qui aiment le pays, pas qui aiment leur positionnement. Félix, fils de son père, a eu l'opportunité de réaliser ce qu'on appelle le rêve de beaucoup de Congolais, y compris de nous, du Kassai. Et oui, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, où que vous vous trouvez. Aujourd'hui, face à la nation, à un invité particulier, un invité spécial. C'est un grand honneur de recevoir sur ce plateau un homme qui a écrit une grande partie de l'histoire de la culture congolaise. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai eu la chance de le rencontrer quand je suis parti à Bercy avec JB Mpiana. C'était en 2000-2001, si ma mémoire est bonne. Déjà à l'époque, c'était une méga star à Paris. Donc arrivé à Paris, on devait le rencontrer, on devait le chercher, parce que c'était un peu la référence culturelle à l'époque congolaise sur le monde de la culture africaine à Paris. Il a également interviewé pour la dernière fois le grand maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga, le président du Zaïre à l'époque. Donc c'est pour vous dire que c'est un gros calibre, c'est pas n'importe qui. Et arrivé ici, il a créé une chaîne. C'est vrai que cette chaîne a fait couler beaucoup d'eau et d'encre, soi-disant que c'était Joseph Kabila, le président Joseph Kabila, excusez-moi, qui était un peu le mentor de cette chaîne, et que lui n'était qu'un simple gérant. Mais malgré vents et marées, il a résisté. Après le départ du président honoraire Joseph Kabila, il est resté, donc Azosim Bakaka, Ngwende, comme disent les Congolais. Il est également le patron de la presse congolaise, c'est l'UNPC, le big boss absolu. Donc je ne peux que vous le présenter, c'est Jean-Marie Kassamba. Merci, merci les bulldozers de la musique et de la culture congolaise. Joka Kabengele. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, si je peux poser la question, qui est Jean-Marie Kassamba? Bon, je vais synthétiser un tout petit peu. Jean-Marie Kassamba, c'est ces jeunes Congolais nés chez lui, à Mbujimaï, mais qui a passé son enfance de 1 à 5 ans dans son village, Bakwakanjinga, secteur de Mpanda, territoire de Kabekamanga. C'est là où d'ailleurs on m'a baptisé Jean-Marie, c'est à Kabekamanga, Kenankuna. Études primaires là-bas, une partie en Mbujimaï, et j'ai eu mon diplôme d'état ici à Kinshasa, où j'étais de passage, j'avais à l'époque 14 ans, et un an après, je suis allé en Europe pour faire l'ensemble des études universitaires. J'ai commencé à travailler là-bas. Et je suis revenu chez nous il y a une dizaine, quinzaine d'années maintenant. J'ai fait beaucoup de choses.
mais je reste congolais. Père de famille, père de beaucoup de gens responsables à la fois des professionnels de médias, mais aussi conseil de beaucoup de personnalités à travers le monde. Bref, c'est une personnalité, pour ne pas dire un personnage, à la fois simple, mais qui a beaucoup de principes, beaucoup d'éducation reçue de mes parents, qui font que aujourd'hui, je ne suis que ce que mes parents m'ont demandé de faire, c'est-à-dire être droit et servir ce pays avec détermination et courage. Avant de parler du pays, parlons un peu de votre métier. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont décrié la façon dont Jean-Marie Kassamba conduisait Télé 50. La première question, est-ce que vous êtes gérant de Télé 50 ou bien expliquez-nous un peu. Alors, pour connaître l'histoire de M. Kassamba, il faut connaître qu'est-ce qu'il est en réalité. Moi, je suis un homme de formation pluridisciplinaire. Ok. Je suis formé dans les finances, parce que j'ai fait 10 ans de banque à la Société Générale. Ok. J'ai fait l'industrie à Schlumberger, c'est là où j'ai commencé comme ouvrier quand j'étais encore étudiant. Donc j'étudiais la nuit pour aller en cours le jour. Et en 1988, passionné de la communication, je faisais à la fois et les études et le travail, proprement dit, à l'époque dans l'industrie. Mais j'ai m'intéressé à la radio. La première radio installée à Paris qui s'appelait Tabala FM, fréquence paraît plus rappelée, la fréquence 106.3, avec un Congolais, Jean-Pierre Loubaya, un autre Congolais qui est à Kinshasa en ce moment, qui s'appelle Jules Kidinda. Et bien moi, j'étais étudiant à Rony-sous-Bois, avec le Hubert Tetika aujourd'hui, qui est le directeur des cabinets de Motinga, parce que les gens aiment bien des références. Et bien c'est de là que j'allais à Radio Tabala faire des analyses. À l'époque, je faisais un BTS Action Commerciale quand je faisais mon graduat. Et j'ai fait la première étude de marché là-bas. Et là-bas, on m'a retenu pour faire des analyses à la radio et présenter des chroniques, etc. Dès là, nous avons créé beaucoup de concepts. J'ai produit une société de production qui s'appelle MPC Production pour TV5 avec mon ami Michel Lobé, un Camerounais. Et plus tard, on a créé 3 Télé Sud. Et parallèlement, j'avais mon cabinet conseil en communication, GMK Consulting, pour faire tout ceci. Je les ai fait depuis les années 80, 90 en France. Tout le monde est passé par l'humble serviteur qui est devant vous. Les Didier Momengi, les Toussaint Chilombo, voilà, il y en a plein, les Kassongo Golf, etc. Et c'est là que nous avons mis en place la représentativité de la presse panafricaine à Paris. L'APA, Association de la presse panafricaine au Cap, maison de la radio 116, président Kennedy, à la maison de Radio France. Okay. Dont je suis le vice-président jusqu'à aujourd'hui. Le président s'appelle Kemayou, Magloire Kemayou, qui est un Camerounais. Le secrétaire général, c'est un Haïtien que vous voyez souvent sur France 24. Il présente les informations le week-end. Oui, je vois. Voilà, c'est lui, notre secrétaire général. Et les autres secrétaires. Après, j'ai commencé à faire de la production. Joseph Kabila, qui me voyait à la télévision, alors qu'il était militaire, quand je suis entré avec son père ici en 97, moi j'étais là-bas, il aimait beaucoup ce que je faisais. Dès qu'il est devenu président en 2001, il a demandé à notre ambassadeur qui était à Paris, paix à son âme, Edi Angoulou. Oui. Je passe par Paris, amenez-moi le monsieur là, je vais bien le rencontrer. Il paraît qu'on a des traits ensemble. À l'époque, c'est JMK Today qui régnait. Oui, absolument. Où j'ai reçu les ministres, les députés, les Français. Jacques Chirac, j'ai fait 2 émissions avec Jacques Chirac. J'ai fait des émissions avec Vergès, avec Johnny Hallyday, avec tout ce que Kassav, etc. Enfin, tout le monde. Et donc, j'ai fait la rencontre de Joseph Kabila à Paris, au Bourget. On se salue. Il me dit, j'aime bien ce que tu fais. Suis-moi à l'hôtel.
Kikayabine Karubi est encore ici, qui était son secrétaire particulier. Christian Lusokeno était dans la suite, etc. On va à l'hôtel. Donc déjà à l'époque, Christian travaillait avec le président... Africa numéro 1. Christian était correspondant d'Africa numéro 1 ici, à Kinshasa. Mais il avait toujours sa radio à Paris, Radio Panique, à Bruxelles. Et on était très proches, hein, enfin, on se fréquentait beaucoup. Et quand nous sommes allés à l'hôtel, l'entourage de Joseph Kabila m'a bloqué parce que moi, je n'étais pas de leur monde. Je suis rentré chez moi et les soirs, on m'a rappelé, je suis venu. Et là, on a fait connaissance avec Joseph. Il m'a demandé, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, il faut que tu viennes faire ça au pays. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas venir là-bas, je ne connais pas la mentalité. Okay. Parce que j'étais venu ici en l'an 2000 pour enterrer ma mère. C'est là où j'ai fait la connaissance de Djoka Kabengele, de Paul Mukendi, de Willy Kalengai, de Mami Ilela, voilà. Un peu c'est vous qui faisiez la pluie et le beau temps ici. Ouais. Antenne A, Raga, etc. Et donc, j'ai refusé d'abord. Il m'a relancé. En 2005, je suis revenu. Il m'a dit, mais reste, je veux bien que tu restes parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai dit, moi, je ne veux pas qu'on me nomme parce que la mentalité, là, moi, je ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Laissez-moi faire ce que je sais faire. D'accord, prends ton initiative. Et là, j'ai créé la visibilité de son premier programme politique qui s'appelait les 5 chantiers. Et de là, en 2012, ou plutôt 2009, 10, lorsqu'on commence à faire le cinquantenaire de notre pays, je prenais mes émissions de Paris, les émissions que j'ai tournées ici avec tout le monde. J'ai créé un signal, j'ai pris un signal, d'abord de la TOP, parce que c'était officiel, le cinquantenaire, pour diffuser ces images-là. Donc sur le signal du cinquantenaire. Oui, c'est-à-dire que j'étais le responsable de la communication avec Jean-Pierre Moutamba qui est là. Et je faisais... celui qui a créé Biwan. Oui. Okay. Jean-Pierre Moutamba, Kaloumé, le général Kaloumé, qui était le commissaire général. Et moi, je m'occupais que de la partie audiovisuelle. Et j'ai dit, je veux maintenant utiliser les images que moi j'ai fait à Paris, mais je vais concevoir parallèlement d'autres images parce que je faisais déjà les 5 chantiers pour faire ceci, montrer le Congo. Exactement. Et j'ai créé cette chaîne. J'ai embauché les Congolais. J'ai formé. Et là, nous parlons déjà de Télé 50. Oui. Okay. Et donc, pour répondre à votre question, mais tout ce que j'ai fait avant, qui payait? Qui était responsable? Qui concevait? C'est l'homme qui est en face de vous. Exactement. Mais financé et soutenu par le président honoraire Joseph Kabila. Mais naturellement, lorsque vous faites un travail, ce travail a des partenaires. Exactement. Djoka Kabengele fait Station One. Il a des sponsors. Est-ce que les sponsors de Station One sont les propriétaires de Station One de Djoka Kabengele? Non. Mais de quoi parle-t-on? Ok, c'est plus clair. C'est malheureusement les raccourcis des Congolais. Ok. Les Congolais, au lieu de dire l'homme qui est en face de moi, il sait faire, il est intelligent, il conçoit, il est valable, ils vont trouver les pirouettes. Les pirouettes, c'est quoi? Ah, Koffi Olomide, il ne sait pas chanter. D'ailleurs, il ne fait qu'interpréter les chansons de Julio Iglesias. Ouais, à un moment, c'était la mode. Oui, mais ce n'est pas la mode, c'est ça le Congolais. Les Congolais, c'est non. Tchalamouana, mais il ne peut pas faire des belles chansons. Il ne fait que copier les chansons traditionnelles du Kasaï. Que papa, ben non, mais on n'a jamais composé. C'est les Kofi qui lui vendent les chansons, c'est les Oazeko qui lui vendent des chansons. Alors, non. Ou dire
Mais Joseph Kabila, mais il n'est pas intelligent. Il n'a pas fait les études. Mais il a fait 20 ans président de la République. Et il a fait tout ce qu'il a fait. En tout cas... ça, c'est spécialement congolais. Il faut qu'on sorte de là. Si on veut que ce pays avance, dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des présentateurs, des animateurs compétents qui parlent un français correct, comme Djoka Kabengele. De leur vivant, il faut dire, ce monsieur-là, dès qu'il prend le micro, il ne cherche pas ses phrases. Il ne faut pas attendre quand il va partir. Ah, vraiment, il était un grand monsieur, il parlait bien. Mais dites-le pendant qu'il est vivant. Mais voilà. Ça, c'est ça aussi, il y a le ministère de la Culture qui doit s'y mêler, parce que nous avons beaucoup fait pour la culture de ce pays. Jusqu'aujourd'hui, le pays ne nous a pas reconnus. Ça, on y reviendra. Alors, parce qu'on a tellement de choses à se dire. Je crois que le timing est trop court. Je suis à votre disposition. Mais je sais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à un moment avec vos employés? Parce qu'à un moment, on vous a carrément jeté en pâture. On a dit, voilà, ce type-là, c'est Adolf Hitler qui est revenu sur Terre sous une forme africaine, qui dirige de main de maître la Gestapo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Djoka Kabengele. Vous avez en face un homme bien. Tellement bien que quand je suis venu à Kinshasa, ici, j'avais juste mon ordinateur. J'étais au Grand Hôtel. Je descendais à la piscine, comme j'aime la natation, je nage, je monte dans ma chambre, je travaille, je descends, je mange. Et en 2007, j'ai dit non, parce que je vais essayer de faire quelque chose avec Joseph Kabila. Je monte le DCI. DCI, c'est quoi? Document cadre pour les investissements. Ça veut dire quoi? Je devais rédiger un document pour présenter les potentiels de la République démocratique du Congo, un peu à la manière de l'ANAPI, mais privé, pour vendre mieux notre pays. Et j'ai recruté de jeunes. Ma première secrétaire s'appelait Patricia Kitapindu, qui est là. J'étais à la chambre 217, au Grand Hôtel Kinshasa, 217. J'ai fait le tour de la RDC avec John Mbu, qui est là, à Kinshasa, les tanks. J'ai mobilisé, rien que par ma conception, $300 000. Je reviens à Kinshasa, j'ouvre un bureau, je commence à recruter un à un, informaticiens, journalistes, caméramans, etc. Et je leur explique. Voilà comment on rédige, voilà comment on monte un reportage, voilà comment. Et je l'ai payé rubis sur ongle. Chaque mois. Plus je prenais de l'espace, je pris à l'immeuble Congo Futur, sur le boulevard, au 4e étage. Je les ai installés confortablement. J'ai fait venir mon ami Yves Zogbo Junior, qui était à Kinshasa, que j'ai rappelé auprès de moi pour qu'on travaille sur les 5 chantiers. Pendant 10 ans. Et ces jeunes gens-là, et ceux que j'ai recrutés, quand j'ai monté Télé 50, ils sont devenus 200 jeunes Congolais. Les castings, je les faisais au vu au su de tout le monde. Je vais abréger. J'ai donné de la vie, de la personnalité, à plus de 200 les statuts. C'est-à-dire, 200 Congolais, il y a l'air dépendant, l'air famille. Pendant plus de 10 ans. Ils sont venus pour l'essentiel célibataires. Beaucoup se sont mariés. Ils sont venus pour l'essentiel. Ils habitaient chez leurs parents. Ils ont habité dans leur propre maison. Ils sont venus pour l'essentiel piétons. Ils ont acheté des véhicules. En quelque sorte, Jean-Marie Kassamba leur a donné la vie. Bien évidemment. Et au bout de 10 ans, enfin, avec la passation du pouvoir, on a fait croire à mes jeunes employés que le pouvoir a changé de main, c'est la fin, vaut mieux aller là où il y a le pouvoir, comme ça. Et on a craché sur, beaucoup ont craché sur 10 ans de leur vie.
Mais j'ai honoré ma parole d'homme. J'ai payé les décomptes finaux, ce qui n'est pas payé dans beaucoup de chaînes ici. Quand les gens sont dans les chaînes de télévision ici, ils viennent parfois sans contrat, ils partent sans contrat, on ne les paye même pas le salaire, on ne les paye pas non plus le décompte final. Moi, j'ai payé. La main sur le cœur. Tout ce qui a été dit, mon nom a été jeté en pâture, ma famille, mes enfants, etc. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Parce que j'avais dit à tous ces jeunes, n'écoutez pas les chants de sirènes. Souvent, les chants des sirènes, eh ben, comme on dit, on ne faut pas laisser la proie pour l'ombre. On a l'ingal balobaka. Ngando, Akimi Mai. Plutôt Akimi Mbula. Mbula. Mbula zobeta, Ngando Kimi. Mbula zobeta. Akei na Mai. Akansi kuna Mai ezati. Je ne suis pas un méchant. Merci pour l'explication. Moi, ces jeunes, tous là, la plupart, ils viennent me voir maintenant, beaucoup reconnaissent. Je travaille même avec certains. Oui, parce que moi aussi, dans les couloirs, j'ai entendu beaucoup de bien. Après la catastrophe, oui. Ils ont reconnu quand même que vous étiez un monsieur bien. Et il n'y a pas eu catastrophe en ce qui concerne Télé 50. Aujourd'hui, sans fausse modestie, enfin, entre guillemets, c'est la chaîne la plus suivie. Et ici au Congo, à travers le monde, je remercie vivement ceux qui nous font confiance et quand on nous fait confiance. Le travail reste le travail. La passion reste la passion. En tout cas, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Président de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, depuis l'indépendance de la RDC jusqu'à ce jour, quel est d'après vous le bilan de tous les présidents qui sont passés ? Chaque président de notre pays, depuis Kassavobu jusqu'à maintenant, Félix Tshisekedi, a pu faire ce qu'il pouvait sous contrainte, sous menace, de véritables prédateurs de notre pays. Kassavobu devenant président, il a été manipulé par ceux qui l'ont opposé à Lumumba. Et malheureusement, c'était quelqu'un de bonne volonté. Cet antagonisme a créé beaucoup de dysfonctionnements. Il y a eu des rébellions lorsqu'après la mort de Lumumba. Pendant 4 ans, le désordre. Il y a eu les péripéties des sécessions, Katangaise, Kassai, etc. Le Tchombe est venu ici à Kinshasa. Et en 1965, Mobutu a pris le pouvoir avec l'aide de la CIA. Au début, il avait des très bonnes idées. Parce que, nationaliste lui aussi, parce que lui, il était aussi secrétaire de Lumumba, mais il fait partie des pères de notre indépendance, Mobutu, jeune. Jusqu'en 1972, on était sur la bonne pente. En 1972, lorsque Mobutu nationalise... la zaïréanisation. Oui, c'est ça la nationalisation, la zaïréanisation. Il commet la première erreur, c'est-à-dire il dépossède les investisseurs qui sont chez nous, il le redistribue à ses amis, qui n'avaient pas la propension de l'entrepreneuriat, et eux, ils ont dilapidé tout ceci, et les Blancs, qui ont été dépossédés, se sont vengés sur Mobutu, qui a fait une autre bourde aux Nations Unies lorsqu'il a fait son fameux discours de vérité. Avec d'Israël et... Absolument. Il a dit aux Blancs les vérités qu'ils ne voulaient pas entendre. Exactement. Mais c'était quand même des vérités, mais il ne fallait pas le dire. Absolument, parce qu'il était nationaliste. Toute vérité n'est pas bonne à dire. En 1978, on voit au Parlement, on lui prend les 13 parlementaires, on lui crée une opposition. Il y avait les Ngouz Kardibond, les Mongoulidiak aussi, mais c'est plus les parlementaires, créés notamment par la CIA. Les 13. Les 13, avec la fameuse lettre de 52 pages, etc., etc. Et la crise est partie de là. Première dévaluation en 1980. Et de 1980 jusqu'en 1990, quand Mobutu a libéralisé le système, il n'a fait que se battre contre les guéguerres de Blancs qui instrumentisaient les Congolais. 7 ans plus tard, en 1997, Mobutu est chassé. Les autres sont arrivés, Mouzé, avec les autres étrangers, c'est-à-dire les Rwandais et les Ougandais, qui étaient eux aussi manipulés par les Blancs, pensant que Mouzé allait leur donner le pays pour qu'ils exploitent, qu'ils allaient dominer, etc. Nationaliste de son État. Il a résisté, on l'a tué. Son fils prend le pouvoir.
Au début, il essaie de faire semblant pour essayer de voir s'ils vont collaborer avec des Blancs. 2 ans, 3 ans plus tard, il essaie de réunifier le pays. Il demande l'argent aux Blancs. On ne lui donne pas l'argent. Il va voir les Chinois. Il lui donne 9 milliards, enfin, de promesses. Les Blancs s'opposent. On diminue jusqu'à 6 milliards. Il essaie d'exploiter avec des 3 milliards. On lui fait la guerre. Il était déjà de son 2e mandat. Contraint, il ne peut pas changer la constitution et il respecte sa parole. Il laisse le pouvoir à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi est président de la République. Mais regardez ce qu'il a comme contrainte. Et de la sous-région, et de Blancs eux-mêmes. Et maintenant qu'il est parti en Chine, il va avoir des soucis. Pourquoi? Parce qu'il est aussi nationaliste comme son père, rappelez-vous, qui ne voulait pas accéder au pouvoir par la violence ou par un coup d'État, etc. Oui, mais là, Tshisekedi découvre que tout le monde veut de la RDC et il essaie de trouver les moyens de développer le pays parce qu'on ne lui donne pas l'argent, le Fonds monétaire non plus, les Américains non plus, l'Union européenne non plus. Il est obligé de se rabattre sur les 3 milliards des Chinois avec un contrat chinois qu'on doit maintenant redimensionner, etc. Et ce n'est pas sûr qu'on va le laisser tranquille. Et donc, tous ces présidents, chacun a eu la pression à sa manière. Okay, donc, ils ont tous vécu sous pression. Et ils le seront encore davantage. Après, Félix Tshisekedi, celui qui viendra, il sera encore sous pression. Pourquoi? Parce que nous sommes la plus belle femme. Ouais. Et la plus belle femme, il y a toujours de la convoitise. Réserve mondiale. La plus belle femme, même les gens qui ne peuvent pas la voir, ils vont toujours la regarder. En tout cas, nous évoluons. Jean-Marie Kassamba, vous étiez, donc tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez créé la visibilité des 5 chantiers sous le règne du président Joseph Kabila. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il n'a pas été trop dictateur? Est-ce qu'il fallait qu'il soit dictateur pour que les 5 chantiers marchent? Il a été large. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur les 5 chantiers? Vous voulez que je vous dise ma pensée à moi? Mais bien sûr, vous êtes là pour ça. Ce pays mérite une dictature. Merci. Il faut... Je suis de votre avis. Il faut une dictature en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que personne ne respecte rien. Même si vous venez avec de la bonne volonté, à titre personnel ou pour gérer la cité. L'incivisme, les antivaleurs, la paresse et le mensonge, pour ne pas dire la mauvaise foi. Mobutu, je pense, encore une fois, n'était pas dictateur. Il voulait tout simplement assurer un régime responsable, fort, un chef à l'africaine. À l'époque où vous l'avez interviewé, comment vous l'avez trouvé? Comment vous avez trouvé son histoire? Moi, j'étais un opposant numéro 1 à Mobutu. Mon père n'a jamais porté la Bacos. Ok. Mon frère, il dépaisse 100%. Mais moi, j'étais assez réaliste. C'est pour ça que je me suis intéressé au journalisme, à la communication, etc. Okay. Très scientifique. Mais nous sommes allés, mon frère est parti en Europe dans un premier temps, opposant à Mobutu. Il était réfugié politique avant d'être naturalisé français. Et moi, je suis parti dans la foulée de la famille opposée à Mobutu. Je suis arrivé en Europe, j'étais réfugié politique et avant d'être naturalisé français. Et ça, 90% des Zaïrois, c'était la seule voie d'avoir un séjour en Europe. Ça, c'est connu de tous. Maintenant, quand j'étais en Europe et j'ai commencé à faire du journalisme, j'ai cherché à savoir qui était vraiment Mobutu. J'étais avec un ami qui s'appelait Ramazani Baya, ambassadeur à Paris, qui m'a approché. Il m'a dit, je vais te faire rencontrer le maréchal. Tu vas voir que ce n'est pas celui dont on parle. Je rencontre Mobutu pour la première fois. J'ai changé avec lui. Mais il avait une culture congolaise, zaïroise, depuis les années 50, 60, jusqu'à ce que il soit parti au pouvoir, très riche.
panafricain, très riche, mondial. Il avait une compréhension. C'était un journaliste, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et il aimait le pays. Mobutu, ce n'était pas un homme riche. En réalité, il est mort pauvre. Ouais, exactement. Tout ce qu'on a raconté, Mobutu, prédateur, il a les châteaux, il n'avait pas de château du tout. Moi, j'ai connu une résidence à Cap-Saint-Martin, banale, un appartement avenue Foch, en France, Ouais. une petite villa en Suisse, c'est tout. Ou en Belgique aussi, il avait une maison. Mais où étaient les milliards dont on reprochait de Mobutu? Aujourd'hui, on dit la même chose de Joseph Kabila. Millionnaire! Mais Kabila n'est pas du tout millionnaire. C'est un fermier avec les champs. Il n'a même pas ce qu'on appelle les signes ostentatoires de richesse. Il n'a pas de possession à l'étranger. Et donc, quand j'ai interviewé le marchand Mobutu, il m'a parlé du Congo, du Zaïre, de notre histoire. Il y a des secrets qu'il m'a demandé de garder 30 ans plus tard. Ça sortirait, je les garde bien volontiers. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait des très bonnes idées, qui avait ce qu'on appelle les idées grandioses de la République. Les grands projets comme Inga, Cité de la Voie d'Isaïr, la Gécamine, Pont Maréchal, tout ça, c'était pour la grandeur du pays. Nous étions l'un des premiers pays africains à être sur satellite, avec la station de Lanzélé. Je retrouve la même chose dans Joseph Kabila. Lorsque il commence les travaux, il ouvre les avenues. Regardez le boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, pont Luangue, pont sur le Lualaba. Donc, Kabila a des idées de grandeur, parce que nous sommes un grand pays. Mais malheureusement, et Mobutu, et Kabila, très mal entourés. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il le subit malheureusement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mauvais côté de nos compatriotes. Moi, j'ai reçu il y a 2 jours Abbé Chollet, qui a dit l'entourage du président Tshisekedi travaille contre lui. Par des maladresses, certaines décisions qu'ils prennent, certains comportements. Hein. Vous et moi, nous sommes du Kasaï. Regardez les méfaits qu'ils font au Kasaï. Les projets qui sont sabordés, etc. Mais est-ce que vous trouvez que l'abbé Chollet est franc dans son parler? Parce que apparemment, l'abbé Chollet n'est pas au milieu du village. Bon, finalement, qui est au milieu du village? L'Église catholique doit être au milieu du village. Non. L'Église catholique, elle doit se positionner. L'Église catholique fait partie des confessions religieuses qui découlent de la société congolaise. Ok. Est-ce que les églises des réveils sont au milieu du village? Non. Est-ce que les Kimbanguis sont au milieu du village? Non. Pourquoi vous voulez demander à une fraction des confessions religieuses d'être au milieu du village? Est-ce que le Vatican est au milieu du monde? Non. Même si vous disiez à l'époque, tout chemin mène à Rome, Rome n'est plus le centre. Le Vatican a fait tomber le communisme. C'est le pape Jean-Paul II, avec la CIA. Ils sont partis en Pologne, ils ont manipulé les Valézas, parce qu'ils voulaient en finir avec l'URSS. La grande URSS de l'époque. Bien évidemment. Personne n'est au milieu du village, en commençant par les grandes puissances elles-mêmes. Personne. Chacun fonctionne suivant les intérêts. Aujourd'hui, que pensez-vous de la vision de l'Église catholique vis-à-vis, déjà à l'époque du président honoraire Joseph Kabila, c'est l'Église catholique qui avait pris le devant pour, en quelque sorte, l'éjecter. Et aujourd'hui, la même Église revient et reprend le devant pour injecter et également Félix Tshisekedi. En réalité, quel est votre avis sur ça?
En fait, l'Église catholique n'est pas là pour éjecter quelqu'un. L'Église catholique fonctionne suivant ce que les grandes puissances veulent de nos pays. Donc, en quelque sorte, ils sont manipulés de loin. C'est un peu Ils ça, sont à la fois manipulés et manipulateurs. Pourquoi? Ok. Suivez Congo-Brazzaville. On a tué là-bas un cardinal. Enfin, c'était Monseigneur d'ailleurs, l'archevêque. Il y a eu même un président, Abbé. Ouais, qui a été tué. Quand vous allez au Cameroun, les prêtres et les évêques sont contre Paul Biya. Vous allez à Madagascar, la même chose, en République centrafricaine, la même chose. Ça veut dire quoi? Rome est le pendant des grandes puissances. C'est la voie par laquelle les grandes puissances passent pour avoir l'information, la gestion de masse. Il ne faut pas oublier que la colonisation est venue ici avec la Bible et l'Église. Ouais. Dans toutes les missions, les paroisses, etc., c'était des centres d'information, enfin de renseignement pour les colonisateurs. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, l'Église joue le rôle de contrepoids au pouvoir. Cardinal Malula était contre le maréchal Mobutu. Il était même parti en exil à Rome. Monseigneur Mosengo était contre le maréchal Mobutu. Il a même chassé Mobutu de Kinshasa. C'est lui qui a géré le Parlement ici à Kinshasa, HSRPT. Ouais. Et c'est Mosengo qui devait prendre le pouvoir à chaque fois que Mobutu est tangué. Mosengo, l'homme des médiocres, a prolongé contre le président Kabila. C'est la Senko qui a gouverné, ou plutôt, supervisé les élections de 2018, après le dialogue entre les opposants et le pouvoir. En Bongo, Cholet, c'est la continuité, ce qu'ils appellent une mission pastorale. Eh bien, c'est la continuité de cette façon de faire de Rome. Il faut tout simplement que la politique intègre cette réalité-là. S'opposer aux catholiques, aux protestants, parce que protestants c'est britannique, c'est Allemagne, c'est les États-Unis, c'est tirer une balle dans la jambe. D'une manière ou d'autre, ils vont vous avoir. Ouais, parce que ce qu'ils ont toujours fait en Afrique, même quand le pape dit retirez vos mains de non, c'est de l'hypocrisie. Donc, il n'a pas été franc. Mais or, c'est eux-mêmes qui mettent la main. Comment voulez-vous que le pape soit franc? Est-ce que vous savez l'État le plus riche au monde, avec une petite superficie? C'est le Vatican. Oui, c'est le Vatican. C'est l'État le plus renseigné du monde. C'est l'État le plus influent du monde. Les deux présidents, et russes et ukrainiens, passent par là. Tout le monde passe par Rome pour régler des problèmes. Si le pape décide de dire aux Occidentaux, retirez vos multinationales du Rwanda, sanctionnez les Rwandais, tout s'arrête. Tout s'arrête. Parce que ça il n'a pas dit. Bon. Il ne le dira jamais. Par contre, il va jouer ce qu'on appelle la phase visible. Alors, Jean-Marie Kassamba, en étant un ami du président honoraire Kabila, est-ce que vous trouvez que le président honoraire n'est pas allé, donc il n'a pas terminé ce qu'il voulait faire au Congo, et qu'aujourd'hui il a envie de revenir pour terminer, pour achever son œuvre? Que pensez-vous là-dessus? Je pense que notre pays, c'est un espace de rendez-vous manqués, des œuvres inachevées. Ok. En réalité, Lumumba n'a jamais gouverné. Non. En réalité, Joseph Kabila, il est un peu comme Lumumba des années 2020, 2022, 2023, 2024.
En réalité, Tchombe n'a jamais terminé ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous savez qu'en si peu de temps, Tchombe, Premier ministre, il a réalisé beaucoup de choses que personne ne cite aujourd'hui. Exactement. Joseph Kabila, il a beaucoup d'idées, de très bonnes idées pour notre pays. Mais la question qui se pose, c'est de la classe politique. Est-ce qu'on doit faire toujours les mêmes choses avec cette même classe politique? Donc, d'après Jean-Marie Kassamba, nous avons une classe politique médiocre. Ah, ça, tout le monde l'a dit. En commençant par l'ancien président du Sénégal, qui s'appelait Abdoulaye Wade, il est toujours en vie. Quand il est venu ici pour départager Mobutu avec ses opposants, il était médiateur. Il a dit qu'il a fait le tour. Il n'a pas trouvé des hommes d'État. Il a trouvé des hommes politiques, ou plutôt les politiciens. Il nous faut des hommes d'État dans ce pays. Il nous faut des gens qui aiment le pays, pas qui aiment leur positionnement, qui aiment l'argent, qui aiment les voyages, qui aiment les maisons, qui aiment les voitures, qui aiment. Mais nous voulons des gens qui aiment le pays. Et qui vivent d'une manière transversale, intemporelle. En réalité, il faut renouveler cette classe politique. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité et de fonctionnement. Et aujourd'hui, en tant que proche de l'ancien président Joseph Kabila... Je suis proche de tout le monde. Oui, exactement. Excusez-moi parce que... Félix Tshisekedi, il est de ma famille. Oui, proche. C'est Macha Moumène. Oui, ce n'est pas le Macha Moumène global. Nous sommes de la même famille. Du noyau. Oui. Alors, et Félix Tshisekedi, et il le sait, quelqu'un qui l'aime doit lui dire la vérité et le protéger. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ah, ça c'est très bien. Alors comment justifiez-vous son silence après son départ de la présidence? C'est de la maturité d'un certain niveau. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. Un homme d'État. Silence du chef. Oui. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu déranger, indisposer celui à qui il a donné les rênes du pouvoir. Beaucoup de gens ont spéculé. Oh, Kabila, il gêne le président Tshisekedi. Ces gens gênent le président Tshisekedi. Peut-être certaines personnes de l'entourage de Kabila qui n'avaient rien compris à ce que lui voulait. Il a gardé silence parce que il estime que le président Tshisekedi a la plénitude de pouvoir en tant que chef d'État. Mais il ne s'est même pas enrôlé. Est-ce que cela n'est pas... Ça, c'est autre chose. Cela n'est pas une erreur de sa part. Ça, c'est autre chose. Cela n'est pas une erreur de sa part. On en parlera si vous voulez. Mais d'abord, le silence. Vous savez, il y a une petite vidéo qui circule, qui lui-même dit il faut garder les silences, ou plutôt il faut parler quand et si les gestes ne suffisent pas. Et quand vous pensez que c'est pertinent de le faire. Et je pense que ce n'était pas une faiblesse de sa part. C'était plutôt de la maturité et de la sagesse. Et ça nous a épargné beaucoup de choses. Alors, JMK, que pensez-vous de pratiquement 4 ans et demi du règne de Félix Tshisekedi? Quel est le bilan que vous pouvez lui attribuer? Tshisekedi, Félix, fils de son père, a eu l'opportunité de réaliser ce qu'on appelle le rêve de beaucoup de Congolais, y compris de nous, du Kasaï. Mais il n'a pas été aidé. Il n'a pas été aidé. Et moi, je souffre de ça. Je l'ai dit dès les premiers instants, à l'époque des FCC Cash. Je disais, ça ne sert à rien de vous acharner sur le mariage FCC Cash entre les gens qui ont la même idéologie, c'est-à-dire le PPRD. J'avais interviewé Tshisekedi 10 ans avant. Il avait dit, si demain le peuple nous oblige à travailler ensemble, moi je suis prêt à travailler avec le PPRD. Il l'a fait 10 ans après.
Mais il y a eu des gens illuminés qui ont travaillé pour casser tout ça. Du côté PPRD. De deux côtés. Et du côté UDPS. De deux côtés. On a pensé que... Donc, ceux qu'on appelle les radicaux. Oui, ils ont pensé qu'en cassant, ils allaient humilier certains et ils allaient valoriser d'autres. Moi, je me rappelle encore Herman Cohen qui disait non, il faut qu'on casse tout ça. Mais eux qui disaient qu'il faut qu'on casse tout ça, ils savaient pourquoi. Parce que l'union des deux forces-là, le président sortant et le président entrant, même idéologie, les Balobadé, Ilungambidi là-bas, des Congolais. Tous les Balobas viennent de là-bas. Quand j'avais dit qu'Abi était Azamoulouba, les gens rigolaient, ils ne savaient pas. Si vous ne connaissez pas votre histoire. Non, l'histoire de Ilungambidi. Je suis désolé. Ils sont oui. Et ils sont fils de Ilungambidi. Ils sont des socio-chrétiens. PPRD, social-chrétien. IDPS, social-chrétien. L'international socialiste. Mais on a cassé tout ça, pensant que ça allait donner autre chose derrière. Que le Congo allait se développer et il fallait casser tout ça. Et derrière, au lieu que c'est à qui Félix Tshisekedi a donné les quitus, les fonctions, il leur a donné la possibilité de piloter des projets. Au lieu de l'aider, ils l'ont torpillé. C'est pas de sa faute. En tout cas, s'il y a quelque chose que Félix Tshisekedi a pu faire pour nous, Kassaïens, c'est d'avoir corrigé tout sur quoi on a toujours dit qu'on était victime d'injustice. On avait dit, on ne vous donnait pas de postes à responsabilité, je vous les donne. On vous dit, il n'y a pas d'argent orienté vers votre province, j'oriente. On vous dit, vous n'êtes pas dans la diplomatie, j'aimais. Vous n'êtes pas dans l'armée, j'aimais. Il a donné tout ça en 4 ans. Donc c'est un exploit pour vous? Ce n'est pas un exploit. Ça veut dire que il a fait ce que les gens ont rêvé qu'il fasse. Mais au lieu de capitaliser sur cette opportunité, ils lui ont rendu le contraire. Vous savez qu'à 2 reprises, quand Tshisekedi est parti au Kassai, chez nous là-bas, il a failli tomber. Il était en colère quand il a visité certains projets. Je peux le citer. José Panda me l'a dit. Ils arrivent dans un endroit où il y avait un projet initié par Félix Tshisekedi pour lequel il avait donné les moyens. Il dit, où est le projet? Mais il n'y a rien. Panda me dit, mais j'ai vu le président, il a failli tomber. Et ça lui est arrivé 2 ou 3 fois. Chaque fois qu'il part au Kassai. Idem quand il part au Sankourou. À Chikapa. Suivez ses discours lorsqu'il était là-bas. Mais comme c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il encaisse. Il a la pression extérieure. Il a la pression intérieure. Donc il doit être plus dur, il doit devenir un dictateur pour que tout marche. Non, c'est-à-dire que autant Kabila a été lent pour prendre des décisions, changer des choses d'une manière spontanée, radicale, autant aussi Félix Tshisekedi est dans cela.